Si tu étais capable de t'améliorer de 1% chaque jour, alors tu deviendrais 37 fois meilleur à la fin de l'année. À l'inverse, si tu deviens pire de 1% chaque jour, alors tu te rapproches de 0 à la fin de l'année. Cette philosophie, c'est celle de James Clear dans son livre Un rien peut tout changer ou Habitudes atomiques. Cette manière de penser, l'auteur, il la sort pas de nulle part. Il l'a vécue. À 15 ans, il s'est pris une batte de baseball droit dans les 2 yeux. Ça lui a fracturé complètement le nez et tous les os du crâne. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec une hémorragie cérébrale. Il a perdu toute sa confiance, ses performances et ses capacités physiques. Pour lui qui voulait devenir un joueur de baseball professionnel, ça a été un choc énorme. Lorsqu'il revient en cours, après avoir appris à marcher et à bouger, il se fait exclure de la saison régulière de baseball et il se fait rétrograder dans l'équipe inférieure. Pour lui, c'est une humiliation énorme, parce que le baseball, c'est son sport favori et il y joue depuis qu'il a 4 ans. C'est là qu'il se rend compte que maintenant, il a un retard énorme et que son futur est très mal parti. Il n'a alors pas le choix. Et le seul avantage qu'il peut avoir, c'est celui de maîtriser le pouvoir des habitudes. Et après 6 ans de travail, il réussit. Il est sélectionné pour devenir athlète de haut niveau et il rejoint l'équipe All-America ESPN, qui est un privilège accordé à seulement 33 joueurs dans tout le pays. Dans cette vidéo, on va faire un tour complet de son livre et de comment il a réussi à se remettre de son accident et transformer son futur grâce au pouvoir des 1% chaque jour. Tout au long de son livre et sur internet, il y a une phrase clé qui ressort, et c'est la phrase suivante. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, mais vous restez au niveau de vos systèmes. Ce que l'auteur dit, c'est que quand le but il est atteint, la motivation elle chute. Par exemple, si tu voulais courir un marathon, il y a de grandes chances qu'une fois que tu as atteint ton but, tu ne sois plus motivé à courir. Et ce que préconise ce livre, c'est que au lieu de se concentrer sur le résultat, il vaut mieux se concentrer sur le process, ou encore mieux, l'identité. Le but, ça doit pas être d'apprendre un instrument, mais de devenir un musicien. Le but, ça doit pas être de courir un marathon, mais de devenir un coureur. Comme ça, si tu échoues ton marathon, t'as pas échoué, parce que ton objectif, c'était de devenir un coureur. Et dans ce cas-là, vu que tu as réussi, tu seras toujours motivé pour aller réessayer un autre marathon. Alors, pour pouvoir mettre en place un process efficace ou changer d'identité, James Clear détaille 4 étapes d'une habitude. La première étape, c'est le déclencheur. La deuxième étape, c'est l'envie. La troisième étape, c'est la réponse. Et la quatrième étape, c'est la récompense. Un exemple de comportement basique, c'est répondre à un message sur son téléphone. Le déclencheur, c'est la notification. L'envie, c'est savoir qui a envoyé ce message. La réponse, c'est prendre son téléphone. Et enfin, la récompense, c'est résoudre le problème de savoir qui a envoyé ce message. Pour faciliter la mise en place de ces 4 étapes pour un nouveau comportement, James Clear va nous donner 4 lois qui vont rendre tout beaucoup plus simple. La première loi, c'est la loi de l'évidence. Le livre nous dit que la raison pour laquelle nos habitudes ne fonctionnent pas, c'est pas un manque de motivation, mais c'est un manque de clarté sur l'exécution du comportement. On se dit, je me demande si je vais être motivé à aller courir demain, alors qu'en fait, il manque juste un plan précis. Il faut se dire, je vais faire ce comportement à 7 heures, à ce lieu. Par exemple, ce qui ne marche pas, c'est se dire je vais lire plus de livres ce mois-là. Ce qu'il faut plutôt se dire, c'est après m'être lavé les dents le matin, je vais lire 10 minutes sur mon lit. Et pour faire ça, tu peux te faciliter la vie en mettant ton livre juste à côté de ta brosse à dents. Ce que dit l'auteur, c'est que l'environnement est la main invisible qui façonne notre comportement. Il conseille d'imaginer les pièces de chez toi, non pas comme des endroits avec des objets, mais des endroits avec des relations. Par exemple, une guitare dans un salon, un livre sur une table de chevet, ou encore une bouteille d'eau sur une commode. Tout ça, ce ne sont pas des objets, mais ce sont des potentielles relations. Et ça, je trouve que c'est un soulagement énorme et que ça enlève de la pression. Parce qu'on n'a plus besoin de se forcer, on n'a plus besoin d'avoir de la volonté, mais on a simplement besoin d'optimiser notre environnement pour qu'il soit là quand on en a besoin. La deuxième loi, c'est celle de l'attractivité. James Clear nous dit qu'on réalise un comportement non pas parce qu'il est attractif, mais parce que l'idée de le faire est attractive. Pense à quand tu vas en vacances. Parfois, l'idée de partir en voyage était plus excitante que le voyage que tu as réalisé en lui-même. Et ce mécanisme, il peut être utilisé pour associer des habitudes. Par exemple, tu adores écouter une certaine playlist de musique. Et maintenant, tu aimerais courir, mais tu détestes faire ça. Et en associant les deux, tu vas transférer le plaisir que tu as à écouter ta playlist vers la course à pied. Et si tu fais ça de manière répétée, tu vas commencer à prendre du plaisir à courir et ton identité va devenir celle d'un coureur.
Et ce que dit l'auteur, c'est que toutes les actions que tu mets en place, c'est une sorte de vote pour la personne que tu veux devenir. Si tu vas à l'église tous les dimanches, tu vas finir par croire que tu es religieux. Si tu étudies l'espagnol 15 minutes tous les jours, tu vas finir par croire que tu es studieux. La troisième loi, c'est celle de la facilité. Moins tu as besoin d'énergie pour faire quelque chose, plus il y a de chances que tu le fasses. Par exemple, si ta salle de sport, elle est entre chez toi et ton travail, vu que tu y passes tous les jours, il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus facile pour toi d'aller à la salle de sport. Un autre exemple, si tu as une tâche de travail difficile à faire le lendemain, prévois la veille toutes les étapes que tu as à faire et mets-les sur ton bureau. Comme ça, le lendemain, tu augmentes grandement tes chances de réaliser la tâche. Et ça marche aussi pour supprimer des comportements. Le plus d'énergie tu as besoin pour faire quelque chose, le moins de chances il y aura que tu le fasses. Par exemple, si tu veux arrêter d'utiliser une application, par exemple Instagram, tu peux la supprimer de ton écran d'accueil. Elle sera toujours accessible en la cherchant dans les applications, mais à chaque fois ça va te prendre 3 secondes en plus. Ça crée une toute petite friction et à terme le comportement va diminuer. Un autre exemple, tu veux diminuer ton temps à regarder la télévision. À chaque fois que tu as fini de la regarder, mets une serviette sur ton écran. C'est ridicule comme friction, mais à chaque fois que tu veux regarder la télé, il faudra que tu enlèves la serviette et à terme ça va te faire diminuer le comportement sans effort. Et pour prendre encore plus facilement des nouveaux comportements, James Clear nous donne sa règle des 2 minutes. Le but, c'est de créer la version la plus ridiculement simple du comportement que tu veux mettre en place. Pour ça, tu dois réduire le comportement jusqu'à ce que tu puisses dire oui à cette question. Est-ce que je peux réussir à faire cette habitude dans 99% des cas, peu importe le contexte ou ma motivation? James Clear, il appelle ça le point d'entrée. Le but, c'est pas d'optimiser la ligne d'arrivée, mais d'optimiser la ligne de départ. Et ça crée de la légèreté. Ça enlève la peur de passer à l'action, ça enlève la surcharge mentale, parce qu'on sait qu'on commence avec quelque chose de ridiculement simple. Et pour illustrer le point d'entrée, il donne l'exemple de Twyla Tharp, qui est l'une des plus grandes chorégraphes contemporaines. Twyla s'entraîne 2 heures chaque matin depuis des décennies. Et ce qu'elle a ritualisé, c'est le point de départ. Mettre sa tenue de sport, sortir de chez elle et appeler un taxi. Pour elle, le vrai combat, c'est pas de s'entraîner 2 fois par jour, mais c'est simplement de monter dans le taxi. Enfin, la 4e loi, c'est la loi de la satisfaction. La seule raison pour laquelle on refait un comportement, c'est parce qu'on a aimé le faire. Et le problème, c'est que les mauvaises habitudes, elles sont très agréables à faire sur le court terme, et les bonnes habitudes, elles sont désagréables à faire sur le court terme. Par exemple, manger des sucreries, très agréable à faire, mais aller à la salle de sport, très désagréable. Le lendemain, on a des courbatures, et le poids reste le même. Mais alors pourquoi mettre en place des bonnes habitudes si elles sont désagréables? C'est parce que la récompense sur le long terme est agréable. Mais ça crée un bug dans le cerveau. Parce que cette récompense, le cerveau il n'est pas capable de la sentir pour l'instant. Et donc pour ça, il faut créer un autre moyen de récompenser le cerveau immédiatement. Et pour ça, l'auteur il invite à avoir un outil pour mesurer tes progrès ou pour mesurer ta présence. Par exemple, crée un calendrier où chaque jour, tu vas valider la réalisation de ton habitude. Le fait de faire ça, ça va devenir un jeu, celui de ne pas briser la chaîne. Il faut que tu continues ton habitude le plus de jours possible, même si tu l'as fait un tout petit peu. Tant que tu l'as fait un tout petit peu, la chaîne continue à exister et elle ne se brise pas. Et ça, le cerveau, il adore, parce que ça crée la fierté de soi. On voit qu'on est persistant. Ça crée un momentum. Et surtout, c'est très facile de se dire qu'on va juste ne pas briser la chaîne. Juste être présent pour une action ridiculement simple, peu importe si on n'a pas performé comme on voulait. Et cette chaîne, elle est essentielle, parce que James Clear rappelle que les progrès sont invisibles au début. C'est ce qu'il appelle la vallée de la déception. C'est intéressant de garder ce graphique en tête parce que ça permet de déculpabiliser. Si jamais on n'a pas de résultat, c'est pas qu'on n'avance pas. C'est juste qu'on est dans cette période de vallée de la déception et que très prochainement, les résultats exponentiels vont arriver. Enfin, dans la dernière partie du livre, l'auteur nous parle du désavantage des habitudes. Selon lui, une bonne habitude, ça peut aussi devenir une prison. Il identifie 3 risques principaux. Le premier, c'est l'effet de plateau. Quand on veut maîtriser un domaine ou une activité, on met en place des répétitions. Au bout d'un moment, on a atteint un certain niveau, et pour passer au niveau supérieur, on a besoin d'évoluer vers un autre type de répétition. Et le fait d'avoir une habitude ancrée en place, on peut se concentrer sur maintenir le comportement plutôt que de chercher à comprendre le prochain défi. Le deuxième risque, c'est celui de la perte de conscience. Ne plus savoir pourquoi on fait quelque chose et ne plus être présent. Enfin, le dernier risque, c'est celui de l'identité figée. Ne pas réussir à adapter ses routines alors que le monde est en perpétuelle évolution. Pour ça, il propose une solution. Réévaluer périodiquement ses systèmes. Se mettre en place un rendez-vous chaque semaine ou chaque mois et se demander:
Est-ce que cette habitude me sert toujours? Grâce à ça, on obtient tous les avantages des habitudes et on enlève tous les inconvénients. Si tu veux creuser plus loin avec ce livre, je t'invite à en acheter une copie et à regarder les chapitres en profondeur. Je te mets le lien juste en dessous si jamais tu veux l'acheter. C'est un lien affilié et je gagne une petite commission si jamais tu l'achètes. Si le sujet du changement et de l'amélioration t'intéresse, je te mets une autre vidéo juste ici que j'avais fait sur un sujet similaire. J'espère que tu as bien aimé la vidéo et je te dis à très vite.